Éléments sur les idées que je vais vous donner aujourd'hui, hein. En plus, si après vous êtes intéressé par ce qu'on fait, rien ne vous empêche de prendre contact. Par ailleurs, il va vous donner également des petits papillons sur lesquels vous pourrez écrire votre nom et votre adresse si vous êtes intéressé par ce que nous faisons, de façon à ce qu'on vous mette dans notre fichier et que quand je viens faire des conférences ou quand on organise des ateliers, des séminaires, on puisse vous tenir au courant. Et avec ces papiers-là, on fera un tirage au sort à la fin pour offrir à la personne chanceuse puisque ce qu'on fait c'est bien, soit un soin, soit un livre, soit une cassette à son choix. J'aime bien faire ça parce que ça fait plaisir à la personne qui reçoit et on s'aperçoit qu'à chaque fois, la personne est concernée par ce qui se passe. Donc ça l'aide un petit peu à se dire tiens, peut-être que je me réveille ou... Bien. Sur ce, nous allons aborder le vif du sujet. Je me présente succinctement, parce qu'un certain nombre d'entre vous me connaissez déjà, je reconnais quelques visages. Je suis Dominique Bourdin, je suis médecin, généraliste, mais je ne fais plus beaucoup de médecine générale au sens où j'ai appris à l'école. Et je suis installé depuis 1980. Donc ce que je vais vous raconter cet après-midi, c'est le résultat de 80-97, ça fait 17 ans, même plus que ça, parce que j'ai commencé mes études d'acupuncture et d'homéopathie pendant les études de médecine. Donc on peut considérer que là, je vous amène le fruit de 20-25 ans de recherche expérimentale et philosophique. Donc, dans ce que je vais vous raconter, il y a une partie qui est vraiment du domaine de l'expérience. C'est des choses que n'importe qui d'entre vous pourrait vérifier. Il suffira que vous vous intéressiez de près à la question. Et partant de ces expériences, je vais vous évoquer un certain nombre de réflexions sur l'homme et sa santé. Et là, vous prendrez ce que vous voulez prendre, le reste, vous le laisserez. Parce que dans le domaine de la réflexion sur l'homme, je crois qu'on est dans un tournant de l'histoire et chacun a sa pierre à apporter. Ça va toujours pour le discours? Vous entendez toujours? Bon. De toute façon, ceux qui n'ont pas eu le livret, vous pourrez toujours l'avoir à la fin, mais il n'a pas fini de distribuer. Vous allez l'avoir. Je ne sais pas si vous avez remarqué autour de vous comment on sent les épaules qui se voûtent. Comment les gens autour de nous, ils ont l'air d'en avoir marre de la vie. Comment la vie est difficile, on a l'impression qu'il faut se battre tout le temps. Hein. On se bat pour avoir un travail. On se bat pour avoir à manger. On se bat contre la maladie. On se bat contre la terre, en fait. Puis quand on commence à y arriver, il va falloir se battre pour s'occuper de nos anciens qui vieillissent. On s'occupe de nos enfants, on se bat pour qu'ils réussissent. Puis quand on arrive à la retraite, je ne sais pas si on y arrivera, mais quand on arrive à la retraite, on va se battre pour vivre le plus longtemps possible. On va se battre contre la maladie et contre la vieillesse. Puis après ça, on va se battre contre la mort. Vous ne trouvez pas que c'est fatigant tout ça? Passer son temps à se battre contre tout et n'importe quoi. Et est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on est vraiment fait pour se battre? Et est-ce qu'on est vraiment fait pour être malade? Bon, vous êtes d'accord avec moi pour dire non? Je pense, j'espère. Alors comment se fait-il qu'on est dans une société de dépressifs, d'anxieux, de malades et d'agressifs? Bon. Et qu'est-ce qu'il faudrait changer dans notre tête pour que ça change autour de nous? Eh bien, c'est ce que je vais essayer de vous évoquer. Je vais amener ma pierre à ces idées de transformation. Je vais commencer mon raisonnement, ma réflexion, à partir d'une technique de soins que j'ai mise au point, que je développerai en détail ce soir, puisque je reparle vers 7 heures. Cette technique de soins consiste simplement à faire un test d'écoute. La technique dont je vous parle, qui s'appelle l'holopsonie, que je développerai tout à l'heure davantage à 7 heures. Hein, est une technique qui s'appuie sur un test d'écoute. C'est-à-dire qu'on regarde comment les gens entendent et on s'aperçoit que chacun d'entre nous entend trop bien certaines fréquences et moins bien d'autres fréquences. Et chacune de ces fréquences où on entend trop bien ou moins bien correspond à une partie du corps dans son expression symbolique. Imaginez, vous faites une entorse du genou. Il n'y a rien de plus physique qu'une entorse du genou. Eh bien, si on vous fait un test d'écoute et que l'entorse du genou vous gêne vraiment, vous allez entendre différemment le 500 Hz.
Bon, 500 Hz, pour remplacer par des notes de musique, ça correspond au La 440 des musiciens. Pour ceux qui ne connaissent rien, c'est la fréquence du téléphone quand vous décrochez. Hein. Bon. Si vous avez mal à la gorge, vous allez entendre différemment le 4000 Hz. Et si vous avez mal à l'estomac, vous entendez différemment le 2000 Hz. C'est troublant. Tout se passe comme si notre corps était capable, d'une part, d'exprimer symboliquement quelque chose qui est mal vécu, parce que c'est pas un hasard si vous avez fait une entorse du genou, et c'est pas un hasard si vous avez mal à l'estomac, on va y revenir. Notre conscience du corps est capable d'exprimer par un problème sur le genou ou l'estomac quelque chose qui a été mal vécu, et elle est capable, cette conscience, de marquer l'information dans l'oreille. Et tout le petit bonhomme, tout ce que nous représentons, est dans l'oreille interne, fréquence par fréquence. Donc c'est ce que j'expliquerai en détail ce soir, avec les implications que ça a, puisque ça nous permet de faire un traitement par de la musique modifiée en fonction du test, où on fait écouter de la musique, où on filtre les fréquences que la personne entend trop bien, on augmente les fréquences qu'elle n'entend pas bien, on introduit un système de bascule grave-aiguë, et on s'aperçoit qu'on arrive à effacer les pics et les creux. Et ce faisant, se passe un phénomène curieux, en plus d'un certain nombre d'améliorations, c'est qu'on observe la remontée à la conscience d'événements qui ont été mal vécus et qui sont symbolisés par le problème physique, par exemple l'estomac, représenté dans l'oreille sur la fréquence de 1000 Hz par exemple. Vous me suivez? Donc tout se passe comme si le corps était capable d'exprimer, de garder en mémoire les événements qu'on ne vit pas bien, de les mettre sur un organe symbolique et de les mettre sur un autre organe. Mais si c'est sur un autre organe, comme l'oreille, ça l'est aussi sur d'autres organes. Par exemple, sur l'intestin, c'est ce que j'expliquais hier après-midi. C'est pour ça qu'on peut faire des irrigations coloniques. Et quand on en fait 4, 5 ou 6 comme on fait chez nous, on s'aperçoit qu'on arrive à aller chercher des merdes, matières, symboliques de merde physique. C'est pas très médical, je m'excuse, mais au moins c'est expressif. Voilà. Comme ça, tout le monde comprend. On s'aperçoit que quand les gens évacuent au cours d'irrigation colonique intense, des gros paquets, ils remontent souvent à la conscience des événements mal vécus, comme avec la musique. Ceci tente à confirmer cette idée que le corps garde encore en mémoire, dans l'intestin, des choses qui ont été mal vécues, mais comme dans l'oreille. Bon, puis on a développé d'autres outils qui font le même travail sur la peau. Quand vous faites des palpés roulés sur la peau, hein, vous roulez la peau, vous apercevez que par endroits, elle est douloureuse, elle est comme de la cellulite, comme de la peau d'orange, ce qu'on appelle des dermalgies réflexes. Ou alors il y a des boutons, des choses comme ça. Eh bien, ces zones-là correspondent aussi, et ça c'est connu maintenant depuis assez longtemps, puisque les Chinois connaissaient déjà, à des organes en dessous qui ont eux aussi une symbolique. Même chose que pour l'oreille. Or, je vous signale que la peau, c'est un organe d'essence comme l'oreille, c'est le toucher, et c'est un émonctoire comme l'intestin par la transpiration. Hein. Donc il y a des phénomènes comme ça qui convergent. Bon. Puis je travaille beaucoup avec les couleurs et les cristaux dans la structure énergétique, avec la technique que j'utilise, qui fait aussi l'objet de formation. On s'aperçoit qu'on a le même genre de réaction. En plus des améliorations physiques, énergétiques, on a également des remontées à la conscience d'événements qui ont été mal vécus. Alors, ces mémoires réparties sur différents organes et différents organes d'essence nous amènent à mener une réflexion sur l'hologramme. Le fait que chaque partie du corps ait l'information de la totalité du corps et donne accès à la totalité du corps, ça, c'est le fonctionnement hologrammique du corps. Et ça justifie que je vous explique ce que c'est qu'un hologramme. Un hologramme est une technique photographique qui consiste à prendre en photo un objet à partir d'une lumière laser, qui est une lumière cohérente. Par rapport à la lumière blanche, la lumière laser a une très étroite bande passante. Eh bien, cette lumière laser passe par ce qu'on appelle une fente de Young, ça c'est de la technique. Elle éclaire l'objet en direct et éclaire une plaque photographique. Mais la même lumière est divisée en deux par ce procédé technique, renvoyée sur un miroir et éclaire à nouveau en même temps la plaque photo. La plaque photo, c'est l'hologramme. C'est le cliché hologrammique.
Si je projette, si je développe ce cliché, j'obtiens un papier sur lequel je ne vois pas l'image de l'objet, contrairement à une photographie normale, hein. Je vois des stries d'interférence lumineuse. Mais si je projette ce cliché dans les conditions de la prise de vue, j'obtiens l'image de la totalité de l'objet en relief. C'est la première propriété. Et la deuxième propriété qui nous intéresse au plus haut point ici, c'est que si je découpe un morceau de ce cliché, quelle que soit sa taille, quel que soit l'endroit d'où je le prends, j'obtiens toujours la totalité de l'image de l'objet, toujours en relief. Je perds en définition, c'est-à-dire en précision de l'image, et je change de point de vue en fonction de la taille et en fonction de l'endroit où je prends le morceau. Mais j'ai toujours une information de la totalité de l'image. Ce qui veut dire que chaque morceau de ce cliché, quelle que soit sa taille, et la limite est très 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 petite, contient des informations de la totalité de l'objet et permet de restituer la totalité de l'objet. Bien plus, avec cette technique photographique, si je photographie un autre objet avec une lumière incidente qui fait un angle par rapport à la première, donc sur la même plaque photo, simplement je change l'angle de projection, j'imprime sur la même plaque photo l'image du deuxième objet en surimpression. Si j'éclaire le cliché développé avec la deuxième incidence, j'ai l'image en relief du deuxième objet. Et si je découpe chaque morceau du cliché, que je l'éclaire avec cette deuxième incidence, j'ai l'image du deuxième objet, complète. Si je reviens à la première incidence, je retrouve mon premier objet. Je peux faire comme ça un certain nombre de photographies sur la même plaque. Grâce à cette technique et à la finesse de la lumière, tenez-vous bien, sur un timbre-poste, je peux imprimer 200 Bibles. Ce qui vous donne une toute petite idée, parce qu'on a du mal à réaliser ce que ça veut dire, ça. C'est même au-delà de notre capacité de compréhension intellectuelle. Ça vous donne une petite idée de qu'est-ce que ça veut dire. Un morceau contient des informations sur beaucoup d'autres parties. Les ordinateurs aujourd'hui nous donnent une petite approche de ce que ça peut devenir, mais ils n'en sont pas encore à utiliser la lumière. Donc quand vous voyez comment les progrès se font de 6 mois en 6 mois, vous vous dites on ne sait pas où on va s'arrêter. Mais ma foi, tant mieux. Donc le corps fonctionne comme un hologramme. Ça, maintenant, c'est une certitude que je partage avec d'autres personnes, puisqu'il y a un livre qui est sorti en 93, que j'ai eu entre les mains il y a quelques mois, qui s'appelle « L'univers est un hologramme ». Ce sont des journalistes qui ont fait le tour de la planète pour voir ce qui se disait sur le sujet. En lisant ça, ça m'a conforté dans les recherches, parce que ça va exactement dans le même sens. Donc, dire que le corps fonctionne comme un hologramme, ça veut dire que chaque partie du corps contient des informations de la totalité et donne accès à la totalité. Mais ça veut dire que c'est vrai ça pour un organe, mais c'est vrai pour une cellule de l'organe, c'est vrai pour une molécule de la cellule, pour un atome de la molécule de la cellule de l'organe, pour un électron de l'atome de la molécule de la cellule de l'organe du corps. Ce sont les poupées russes. Bon. À l'extrême limite, un point de notre corps, un point, c'est-à-dire la limite de rien, contient la totalité. Ça, c'est l'holographie. Mais il n'y a pas de raison que ça s'arrête à notre corps. Là, ça, c'est quoi? C'est une limite. Comme la cellule a sa limite, comme l'organe a sa limite. Notre corps lui-même est sans aucun doute hologramme de quelque chose d'autre. Et notre cerveau pourrait être un filtre hologrammique entre notre corps et ce quelque chose d'autre. C'est là que j'amène la réflexion plus philosophique. Donc je vous fais bien faire la part des choses. Expérience, le corps fonctionne comme un hologramme. Ça, c'est une réalité. Si j'étais le seul à le dire, avec mes petites expériences, on pourrait dire, bon, d'accord, on va voir. Mais maintenant, il y a un bouquin comme ça qui rapporte des expériences à travers toute la planète qui va dans le même sens. Ça, c'est de l'expérience scientifique. Qui nous permet de dire, l'univers fonctionne comme un hologramme. Ce qui est absolument impensable pour nos cerveaux. Ça change complètement notre façon de concevoir la réalité. Parce que ce que je viens de vous dire pour le corps,
un point de votre corps, c'est-à-dire le rien, à la limite du rien, contient la totalité du corps, il contient également la totalité de l'univers. Ça, vous ne pouvez pas le penser, et moi non plus. Hein, c'est vraiment hors de nos paradigmes. Mais en même temps, ça nous permet de penser que quantité de choses sont possibles, et notamment ce que je vous raconte maintenant, qui est plus une réflexion philosophique. Et là, vous prenez ce que vous voulez. Je vais m'appuyer sur cette réflexion philosophique sur un autre scientifique qui s'appelle Régis Dutheil. Hein. Régis Dutheil est un physicien qui a vu dans la physique que la vitesse de la lumière était un plafond. Vous savez sans doute comme moi qu'on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière dans notre niveau d'existence. C'est d'ailleurs lui qui ajoute ça dans notre niveau d'existence. Hein. Parce qu'il dit, après tout, ça c'est une hypothèse. Imaginons que la vitesse de la lumière soit un seuil entre deux niveaux d'existence. Hein. On pourrait définir ce seuil comme la limite entre deux niveaux de conscience. Il appelle ça conscience. Conscience superlumineuse pour ce qui est au-delà de la vitesse de la lumière et conscience sous-lumineuse pour ce qui est en dessous de la vitesse de la lumière. Ça, c'est Régis Dutheil. Partant de là, imaginons que notre cerveau soit un filtre hologrammique entre deux réalités, notre corps qui est hologramme. La réalité n'est pas notre corps, il en est l'image hologrammique d'une réalité qui est dans la conscience superlumineuse, qui elle-même d'ailleurs, si l'univers fonctionne comme un hologramme, est hologramme d'autre chose, et de Poupérus en Poupérus, hologramme de l'univers, de ce qu'on peut appeler le divin, dans ce qu'on peut appeler la conscience universelle. Là, on ne sait plus très bien où on en est, parce que les grandes traditions religieuses se rejoignent, et en même temps, on est souvent piégé dans du vocabulaire de type religieux, dans lequel je ne voudrais pas m'enliser. Hein. Mais quand même, ça fait de notre corps un hologramme de l'univers, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Et pour moi, l'essentiel de la tâche que nous avons à accomplir, c'est pas faire des tas de choses à droite à gauche, c'est de réaliser ça à la perfection. On y mettra le temps qu'il faut, mais grâce à notre cerveau et à notre conscience, notre cerveau filtre hologrammique, qui nous met en lien avec l'univers, avec ce qu'on peut considérer comme la source, notre conscience saura nous conduire à la réalisation parfaite de cet hologramme. La principale raison d'être de la vache et du cheval, vous savez ce que c'est? C'est d'être une vache ou un cheval. Et bien, la principale raison d'être d'un être humain, c'est d'être un être humain. C'est pas de faire plein de choses. Et on va voir ce que ça veut dire. Devenir un être humain à la perfection, c'est incarner, c'est être expérience de l'univers. C'est être expérience du divin dans un niveau d'existence, pour prendre encore des mots un petit peu religieux. Eh bien, c'est ça, c'est ce voyage-là que je vais vous inviter à parcourir. Alors, je vais mettre l'équivalence, et là, je suis très conscient du glissement entre univers et amour inconditionnel. Parce que pour moi, l'énergie universelle, la conscience énergie universelle, peut être mise en équivalence à amour. Et vous allez très bien le comprendre quand je donne une définition de l'amour. Parce que aimer, qu'est-ce que c'est? Aimer, c'est permettre à l'autre d'exister. C'est favoriser à l'autre un espace d'existence. Or, que fait d'autre l'univers, sinon permettre à chaque réalité d'être ce qu'elle est? C'est ça pour moi, l'amour inconditionnel. C'est permettre à tout et chacun d'être ce qu'il est, de devenir ce qu'il est. C'est ce que fait l'univers à la perfection. Hein? Donc nous nous branchons sur ce que j'appelle l'amour inconditionnel, c'est-à-dire capacité de laisser tout le monde réaliser ce qu'il est. Eh bien, nous sommes hologrammes de ça, de cette conscience énergie-là. Et notre tâche à accomplir sur cette vie est de réaliser ça. Ce qui veut dire que chaque expérience de notre vie est une leçon d'amour. Simplement. Hein? Je vis une expérience, ma première expérience sur cette terre, comme une expérience d'amour. Eh bien, mon corps s'épanouit. Je vis une autre expérience, j'arrive pas à la vivre comme une expérience d'amour.
je donnerai d'autres précisions sur ce que j'entends par aimer tout à l'heure, hein. Je ne vais pas non plus laisser le mot en l'air, parce que ça implique des choses bien précises, hein. Je n'apprends pas la leçon. Ça n'a pas une importance capitale. On a le temps, on est dans l'éternité. Ça n'est qu'une leçon. Une leçon, ça se révise, ça se répète, hein. On révisera le module. Le cerveau, la conscience sait le faire, va marquer quelque part dans le cerveau, cette leçon-là n'a pas été apprise. Et elle va le marquer dans l'organe le plus signifiant, le plus symbolique. Et puis elle va le marquer partout. Ça, c'est le fonctionnement hologrammique. Et je continue ma vie, pendant laquelle je vis d'autres expériences. Toutes les expériences que je vis comme des leçons d'amour, qui sont simplement des leçons de vie d'ailleurs, on va y revenir, mon corps continue de s'épanouir jusqu'au jour où ma conscience, reliée à la conscience universelle, me fait vivre un événement analogue à celui ou ceux dont je n'ai pas appris les leçons. Ça sera même peut-être un peu plus marquant, parce que comme je n'ai pas compris la première fois, on va appuyer sur les boutons, hein. Et à ce moment-là, si j'apprends, hop, je franchis une étape. Mais si je n'apprends pas, c'est pas beaucoup plus grave. On est toujours dans l'éternité. À ce moment-là, ma conscience marque leçon toujours pas apprise. Et on continue notre cheminement. Il y a des modules qu'on passe bien, puis d'autres on les passe pas bien. Et vous vous apercevez dans votre vie d'un processus de répétition, des événements qui sont les mêmes. Et on réagit toujours pareil. Et pourquoi ça m'arrive encore? Ben, ça m'arrive encore parce que j'ai pas compris. C'est pas grave, mais ça m'arrivera encore plus fort si je comprends toujours pas. Et à chaque fois, je marque information non comprise, apprentissage non fait. Le problème, c'est qu'à force de ne pas apprendre les leçons, le corps finit par réagir, il peut réagir vivement. Ça va donner les malaises et les maladies. Et puis plutôt moins j'apprends de leçons, ou plus je n'apprends pas les leçons qui m'arrivent, plus mon cerveau s'encrasse. Et au sens propre comme au sens figuré, vous allez voir dans un instant pourquoi je dis ça. Et à ce moment-là, plus la communication entre la source et moi-même s'obscurcit. Et vous avez cette impression souvent d'être enlisé. Je ne comprends pas, je ne sais plus ce que je fais, je me sens pas bien, je me sens coupé de ma source, coupé de mon moi profond. Ça, c'est une impression qu'on ressent tous à un moment donné. Eh bien ça, c'est à force de ne pas apprendre de leçons, nous coupons de l'objet dont nous sommes l'image. Bon. Et puis, on est dans de la chair, et la chair est un peu lourde à manipuler, hein. Expérimenter l'amour dans la matière, c'est pas évident. Et à force d'apprendre des leçons puis de pas en apprendre, on finit souvent par tomber malade et mourir. Mais c'est pas grave non plus dans l'éternité. La mort n'est pas grave. Ce qui compte, c'est les leçons qu'on a apprises. Parce qu'on meurt avec les leçons apprises et les leçons non apprises. Et les leçons apprises, c'est acquis. Et les leçons non apprises, on refait un tour. C'est comme à l'université. Vous avez raté votre licence. Vous refaites une année. Vous repassez les modules que vous n'avez pas appris. Et puis vous passerez en maîtrise quand vous aurez ces modules, hein. Pour moi, la vie, c'est pareil. Il n'y a aucune situation dramatique. Il n'y a que des expériences sur lesquelles on tire des leçons. La leçon tirée, on avance. La leçon pas tirée, elle reviendra. Donc, ne nous en faisons pas. Quand on considère un événement comme un échec, on se dit, bon, c'est pas grave, j'ai raté là, j'apprends la leçon. La prochaine fois, quand ça reviendra, je saurai ce qu'il faut que je fasse. Et à ce moment-là, vous franchirez une étape. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Donc, pourquoi je vous dis que le cerveau s'encrasse? Parce que j'utilise maintenant depuis quelques mois du sable de corail du Japon, qui est un produit qu'on met dans de l'eau, qui a la propriété d'améliorer la qualité de l'eau, donc de la rendre très drainante et de rétablir l'équilibre acido-basique. Ce faisant, en la donnant simplement comme ça, en donnant des cures d'eau à prendre avec cette eau de bonne qualité, donc traitée avec le sable de corail, il y a d'autres procédés, hein, je ne m'occupe pas de l'eau là, simplement, moi j'ai expérimenté ça. Bon. On s'est aperçu que des événements aussi remontaient à la conscience des gens. C'est-à-dire qu'on améliorait des troubles physiques, ça c'est normal quand on nettoie, et qu'en plus de ça, les gens se souvenaient de trucs qui n'avaient pas digéré. Et très souvent en lien d'ailleurs avec les problèmes qui s'améliorent. Et puis, ça s'améliore, ça s'améliore, ça s'améliore, puis à un moment donné, hop, il y a un échappement. Et ça s'améliore plus. Comme si le corps utilisait ce qu'il avait à disposition pour faire ressortir les choses à apprendre, mais si vraiment vous ne comprenez pas plus, c'est pas parce que vous avez utilisé une technique thérapeutique que ça va aller mieux. Et on a le même mécanisme avec toutes les techniques que je vous ai indiquées, hein.
Moi, je fais des cures de quelques jours, de 3 jours à une semaine, avec des résultats qui sont vraiment étonnants parce que ces cures consistent essentiellement à faire un nettoyage, puisqu'on fait un nettoyage dans la structure énergétique avec les couleurs et les cristaux, un nettoyage sur la peau avec le sauna et la baignoire, sur l'intestin avec l'irrigation colonique, plus une libération des mémoires avec la musique. Bon, je vous donne quelques éléments. On s'aperçoit qu'en quelques jours, et ça c'est assez troublant, les gens redeviennent, ou deviennent s'ils n'ont pas été, beaux, vraiment beaux, même s'ils sont tordus, lumineux, comme s'ils avaient rajeuni de 10 ans, comme s'ils retrouvaient aussi leur être profond, comme si simplement en travaillant à partir du physique et de l'énergétique, avec un travail simple, puisque c'est surtout du nettoyage à plusieurs niveaux, physique, énergétique et affectif, c'est comme si on les reconnectait sur quelque chose de l'ordre d'une énergie d'amour. Mais là encore, attendez, là encore, si on ne prend pas en compte ce qui ressort, les événements qui remontent à la conscience, si on n'aide pas les gens à prendre conscience de ce qui se passe, eh bien, la cure, il faudra qu'ils reviennent la faire tous les 6 mois ou tous les ans. Hein. Ça va être une étape dans la vie de quelqu'un si il apprend les leçons. Hein. Évoluer pour guérir. Bien. Ce qui me fait penser aussi que le cerveau utilise les toxines pour exprimer symboliquement ce qui a été mal vécu, ce sont les travaux de Kousmine. Le docteur Kousmine, qui a beaucoup travaillé sur la sclérose en plaques et le cancer, et qui est morte en respectant ce qu'elle disait, elle est morte à 90 ans passés, il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs, hein. Elle disait, vous mangez n'importe quoi, alors votre corps, pour protéger l'ensemble, stocke les toxines dans une partie. Stockant les toxines dans une partie, il se trouve qu'à un moment donné, il y en a trop, ça sature et ça cancérise. Ce qu'elle ne disait pas, c'est que la toxine, elle n'allait pas n'importe où. Notamment, on sait maintenant que quand il y a un problème de sein, par exemple, elle dira, vous avez stocké les toxines dans votre sein. Mais quand on a un petit peu l'habitude, qu'on interroge les gens, on s'aperçoit qu'il y a toujours, sur un problème de cancer, quelque chose qui s'est passé, qui a été mal vécu. Et si c'est un sein, c'est en relation avec un enfant, en relation avec un conjoint. C'est presque toujours quelque chose comme ça. Hein. Et curieusement, vous allez voir le géobiologue, il va vous dire, bah oui, mais c'est normal, elle avait le sein sur un nœud, géobiologiquement perturbé. Hein, j'entends. Et tout le monde a raison. On va trouver un virus, on va trouver peut-être un gène, on va trouver tout ça. Mais pourquoi on va toujours trouver quelque chose de l'ordre de la symbolique corporelle, quelque chose de l'ordre de mon corps m'exprime quelque chose que je n'ai pas bien vécu. Et ce quelque chose, c'est toujours quelque chose d'une expérience d'amour, c'est-à-dire d'une expérience de est-ce que, alors là je vais y revenir tout de suite, est-ce que finalement j'ai accepté d'exister pour permettre aux autres d'exister. Et ça me permet de faire la transition avec oh, ça va encore. La transition avec qu'est-ce que ça veut dire qu'aimer. Pour moi, je le répète, aimer, c'est permettre à l'autre d'exister. Mais, alors exister, c'est pas compliqué non plus. Pour un homme, exister, c'est satisfaire ses besoins fondamentaux, que je vais vous détailler tout à l'heure. Hein. Mais je ne peux pas savoir quels sont... Quelle heure il est? Je suis désolé. Hein. Je ne peux pas savoir quels sont les besoins fondamentaux de l'autre. Ça, c'est complètement une illusion. Sortez-vous ça de la tête. La seule personne pour qui je peux savoir quels sont les besoins fondamentaux, c'est moi-même. Ce qui explique la phrase biblique « Aime ton prochain comme toi-même ». Il est complètement illusoire de vouloir aimer son prochain si c'est à mes propres dépens. Et ça, rappelez-vous ça, si vous vous souvenez que de ça cet après-midi. Si j'aime quelqu'un, si je crois aimer quelqu'un, que c'est à mes propres dépens, mon amour est emprisonnant. C'est important ce que je vous dis là. Et si je fais quelque chose qui est bien pour moi, si c'est bien pour moi, c'est forcément bien pour l'autre. Parce qu'on fonctionne comme un hologramme. C'est-à-dire, si je sais bien pour moi, ça veut dire que je suis bien connecté sur l'univers, l'autre est forcément connecté sur la même source. À ce moment-là, si c'est bien pour moi, c'est bien pour lui. Et l'expérience le montre, même si dans un premier temps, je crois que ça n'est pas vrai. Donc, la première chose à faire pour apprendre à aimer, c'est apprendre à s'aimer. Et apprendre à s'aimer, c'est apprendre à respecter ses besoins fondamentaux. C'est quoi les besoins fondamentaux? Il y a une très bonne grille de lecture. La symbolique des chakras. Ça, c'est un petit bonhomme, hein, je vous le dis parce que c'est pas forcément évident. Hein. Les chakras sont 7 vis énergétiques qui traversent la structure énergétique du vivant, dans lequel le vivant est intégré. Ils sont bien décrits par les traditions orientales. Et chaque structure, chaque vis énergétique correspond à
une fonction du corps et en même temps un besoin fondamental. Le premier besoin fondamental, c'est le besoin de sécurité, qui va également avec le système de croyance. Et ça peut être quelque chose à un moment donné, quelque chose à un autre moment. Je sais ce qui est bien pour moi. Deuxième besoin, sexualité, fécondité. C'est le fait de créer ou de procréer quelque chose ou quelqu'un avec les énergies du sexe complémentaire. Alors ça, je peux avoir besoin de 3 maîtresses, d'une femme de 15 enfants, ou je peux être très bien dans mon célibat. Et ça peut être variable aussi à des moments donnés. Je suis le seul à pouvoir le vérifier. Troisième besoin fondamental, nourriture et travail. C'est le fait de prendre la matière, la transformer pour se l'intégrer et évoluer. Et le travail, c'est prendre la matière pour la transformer au service de l'humanité et de la planète. C'est une belle définition du travail qu'il faudrait qu'on reprenne un petit peu ça. Quatrième besoin fondamental, quatrième chakra, entre les seins, c'est le chakra du cœur, c'est le besoin d'aimer, d'être reconnu, de reconnaître. Cinquième besoin fondamental, c'est la communication. C'est le besoin de se dire, qui va en même temps avec la créativité. Dans le prolongement de la communication, il y a les mains. C'est le besoin de faire quelque chose. Sixième besoin fondamental, c'est le troisième œil. C'est l'ouverture du champ de conscience, c'est le besoin de connaître. Et au sens étymologique, connaître, c'est naître avec. C'est faire l'expérience de. C'est pas savoir, pas confondre connaissance et savoir. Il n'y a de véritable connaissance qu'expérimentale. Pas dans les bouquins. Programme pour l'éducation nationale. Septième besoin fondamental, ouverture spirituelle. C'est le besoin d'être relié à la source. La prise de conscience qu'on n'est pas tout seul là dans notre petite boîte de matière. On est intégré dans un ensemble dont on est une émanation et on fait partie de cette espèce d'immense toile d'araignée de créativité. Et chacun de ces besoins fondamentaux contient les 6 autres. C'est ce qui vous permet de concevoir d'ailleurs qu'il y a des différences dans les interprétations des besoins. C'est que la sexualité se vit dans la sécurité. Il y a une nourriture qui facilite la sexualité. Ça se vit dans la reconnaissance, dans la communication, dans l'expérience, dans l'ouverture spirituelle. Et vous pouvez les prendre tous. La grille de lecture permet de voir un petit peu de quoi il faut qu'on s'occupe. Le problème, c'est qu'on est un peu tordu, nous. Ça paraît très simple comme ça, de se dire, donc si je m'aime, le plus simple, c'est de se dire, je vais m'occuper des besoins fondamentaux. Comment je assure ma sécurité? Comment j'assure ma sexualité? Comment je me nourris? Comment je travaille? Comment je suis reconnu? Comment je reconnais les autres? Ça, c'est mon problème à moi, je dois m'en occuper. Si je veux être hologramme de l'univers, il faut que tout ça, ça soit satisfait. Parce que là, je suis pleinement homme. Et en étant pleinement homme, je suis comme le Christ. Je suis pleinement Dieu, pour prendre une terminologie religieuse. Parce que si notre image, culturelle, notre symbole culturel, je pense que c'est plus que ça, c'est un symbole au sens fort, dans notre monde catholique, chrétien, protestant, enfin chrétien, c'est le Christ qui a quand même fait que la civilisation est devenue ce qu'elle est. C'est parti de là. Bon, eh bien, le Christ, on dit, il est parfaitement homme, parfaitement Dieu. Mais s'il est parfaitement homme, ça veut dire que la plénitude de l'humanité, c'est le divin. Sinon, il a triché quelque part. Donc, et pour devenir Dieu incarné, pour reprendre le terme religieux, univers incarné, je n'ai que ça à faire. C'est pas compliqué quand même. Eh ben si, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on est tordu. J'ai envie de faire l'amour, mais je me donne pas le droit, ou je peux pas, ou j'ai peur, ou je sais pas quoi. Eh ben je vais bouffer du chocolat. Ou bien je vais fumer. Ou bien je vais parler tout le temps. Ou bien je vais apprendre plein de choses, je vais me plonger dans les bouquins, je vais apprendre plein de trucs, je vais passer des diplômes à l'appel. Ou bien je vais me plonger dans un mysticisme gélatineux, bon, tout ce que vous voulez. Bon. Mais quand je ferai ça, je ne vais pas régler ce problème-là. Eh ben, je ne deviendrai pas Dieu incarné, même si je crois que je suis un profond mystique. Je parle du sexe exprès parce que les deux grands problèmes de notre société, pour moi, ça reste le sexe et le premier et deuxième chakra. C'est-à-dire sexualité, fécondité et sécurité, qui va avec l'argent et le pouvoir, la sécurité. Ça, le jour où ces besoins-là sont vraiment respectés, je peux vous dire que l'humanité va faire un bond en avant prodigieux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer à évoluer, pour pas être malade? Parce que quand on est là comme ça, quand on est bien, on n'est pas malade. Ça, je peux vous le dire. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter ses désirs. Ne résistez pas à la tentation. Bon, encore que tentation, c'est un terme péjoratif. Dites-le autrement. Allez au bout de vos désirs. Mais allez-y consciemment. Allez-y consciemment, parce que votre conscience saura vous dire si le désir est bien connecté sur un besoin fondamental ou s'il est à côté. Déjà, faites simplement l'expérience. J'ai envie de chocolat. Est-ce que c'est vraiment de chocolat que j'ai envie ou est-ce que j'ai envie de faire l'amour?
Bon. Vous pouvez très bien avoir envie de chocolat, mais à ce moment-là, mangez votre chocolat et profitez de votre chocolat. Sans vous dire, je vais encore grossir. Hein, parce que là, vous allez grossir. Si vous en profitez, non, vous n'allez pas grossir. Alors, heureusement, nous sommes tellement bien faits que nous avons à l'intérieur de nous tout ce qu'il faut pour vérifier que nos désirs sont connectés aux besoins et que les besoins sont satisfaits. Ce sont les émotions, dont la première est la joie. La première validation que vos besoins sont satisfaits, c'est quand vous êtes heureux ou heureuse. Et là, vous pouvez être dans le désert, sous la tente, à manger des sauterelles grillées et à être solitaire. Si vous êtes heureux, à ce moment-là, vous êtes bien. Vos besoins sont satisfaits et vous êtes incarnation de l'univers. Bon. Par contre, si vous avez une grosse maison, une grosse voiture, plein de gardes du corps, plein d'amis, un gros travail, vous gagnez plein d'argent et tout ça, et que vous n'êtes pas heureux, eh ben, il y a quelque chose qui n'est pas respecté. Et les signaux qui vous disent que vos besoins ne sont pas respectés et donc que vous ne vous aimez pas, ce sont les autres émotions. Et il n'y en a pas beaucoup. C'est ça qui est quand même extraordinaire. C'est que la nature est bien faite. C'est très simple. C'est la colère, la tristesse, la peur, le malaise ou la gêne. Quand vous vous sentez en colère, quand vous vous sentez triste, quand vous avez peur, ou quand vous avez une gêne ou un malaise ou une douleur, ça veut dire que l'un de vos besoins, ou plusieurs, ne sont pas respectés. Le problème, encore un, parce que finalement je vous dis que c'est simple, mais qu'est-ce qu'on s'est mis des pierres sur notre chemin, hein? C'est que depuis qu'on est tout petit, on nous a dit, déjà si tu es trop en joie, ça fait désordre, hein. Calme-toi, crie pas comme ça fait exubérance. Bon, déjà, bon. La colère, ça ne se fait pas, ça fait désordre aussi. On ne se met pas en colère. La tristesse et la peur, quand même, on est grand. On ne pleure pas. Les filles, encore un peu. Mais pas trop. Les garçons, pas du tout. La peur, tu peux aller chercher un seau d'eau dans le fond du jardin dans le noir. Tu es suffisamment grand pour le faire. Tu n'as pas peur. Hein? Et le malaise, la douleur, c'est pareil, ça se supporte. On est grand. Mais non, t'as pas mal. Mais non. Bon. Eh ben si, j'ai mal. Bon. Moyennant quoi, les émotions sont légitimes. Ce sont des signaux. Si vous ne les écoutez pas, elles vont insister. Et si vous ne les écoutez jamais, eh bien elles vont vous envahir. Et une colère qui n'est jamais écoutée, ça donne quoi? De l'agressivité. Une tristesse qui n'est pas écoutée, ça donne quoi? De la dépression. On est triste tout le temps, on ne sait plus pourquoi. La peur qui n'est pas écoutée, ça donne quoi? De l'angoisse. On a peur de tout, on ne sait plus de quoi. Et la douleur qui n'est jamais écoutée, ça donne quoi? De la maladie. Vous avez remarqué, je reviens à mon point de départ. On a une société d'agressifs, de dépressifs, d'angoissés et de malades. Bon. Pourquoi? Parce que depuis que vous êtes tout petit, on vous a dit n'écoutez pas vos émotions, parce que nous savons pour vous ce qui est bien pour vous. Et c'est l'autorité, dont la première est l'autorité religieuse, qui, elle, joue sur une carte extraordinairement puissante, puisqu'elle dit « je sais ce qui est bien et ce qui est mal pour vous », c'est écrit dans la Bible, ou bien je l'ai en révélation quasi directe, hein, c'est révélé, donc c'est Dieu qui l'a dit, ça peut être que ça. Et si vous ne m'écoutez pas, vous allez en enfer, c'est-à-dire que c'est pour l'éternité. Vous voyez la peur que ça peut engendrer sur des générations. Hein. Eh ben, expérimentez de ne pas aller à la messe le dimanche, alors qu'on vous a dit que si vous n'y alliez pas, vous alliez en enfer, vous allez voir, vous n'êtes pas forcément plus mal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à la messe, ça veut dire qu'expérimentez votre peur de ne pas y aller. Puis vous allez voir que c'est pas forcément si dramatique, hein. Vous pouvez peut-être même quelquefois trouver de la joie pour y aller. Hein. Bon, il y a de moins en moins de monde qui y va, donc c'est peut-être un mauvais exemple. Mais il y en a d'autres comme ça. Hein. On vous interdit de faire l'amour presque tout le temps. Eh ben, un jour ou l'autre, expérimentez d'aller au-delà de ce qu'on vous a interdit. Peut-être ça ne sera pas juste, mais à ce moment-là, vous aurez une émotion pour vous le dire. Colère, tristesse, gêne, peur. Hein. Peut-être ça ne sera pas juste, ça sera une expérience. Hein. La maladie, ça ne sera pas tout de suite, parce que si vous avez l'habitude d'écouter vos émotions, vous saurez connecter la peur sur le danger qui est derrière. Non pas sur la croyance, mais sur le réel danger. Si on reste dans la sexualité, si j'ai envie d'avoir une relation avec quelqu'un que j'ai peur, si j'ai l'habitude d'écouter ma peur, je saurais que c'est légitime, même si je ne sais pas ce que c'est. J'essaierai de connecter sur quoi c'est. Est-ce que c'est parce que finalement ça va mettre en jeu mon couple à moi? Est-ce que je vais attraper le sida? Est-ce que j'en sais rien? Mais la véritable peur, j'ai ce qu'il faut à l'intérieur de moi pour vérifier que c'est pas juste. C'est pas parce qu'on m'a dit qu'il fallait pas le faire. Et si je me trompe, hein, l'univers est suffisamment riche et généreux, parce qu'il l'aime dans l'absolu,
pour que de toute façon, j'en fasse de ces expériences des leçons et non pas des drames et non pas des malheurs. Hein. Donc, la première tâche à accomplir dans notre évolution, c'est de se dire, je suis Dieu en état de réalisation, si on veut. C'est-à-dire, je suis, moi, ma fonction, c'est d'être l'hologramme de l'univers, et pour être, je vais m'aimer, je vais satisfaire mes besoins. Je repère quels qu'ils sont. Pour ça, j'apprends à écouter mes émotions. Évidemment, quand on n'a pas appris depuis qu'on est tout petit, ça va être un apprentissage. Ça ne va pas être évident. Hein. Et je vais m'apercevoir que progressivement, ça va venir. Hein. J'aurai des échecs, mais c'est pas grave, on est dans l'éternité. Vous pouvez me dire, ah ben moi j'ai 85 ans, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Depuis tout le temps, c'est comme ça. Mais vous participez à 85 ans à la mutation de l'univers en ce moment. Vous vous rendez compte que c'est tout un changement de conception qui est en train d'intervenir. C'est le passage du sens du sacrifice pour l'autre au sens de l'autre est bien parce que je suis bien. Tout le monde doit être bien ensemble. C'est pas moi, c'est pas l'autre malgré moi, ni moi malgré l'autre. C'est tous ensemble. Donc que vous participiez à ça à 85 ans, que vous mouriez demain, mais que vous mouriez en ayant compris ça et que vous reveniez avec cette leçon apprise, c'est déjà merveilleux. Et si vous commencez à 18 ans, mais c'est extraordinaire, c'est vous qui avez l'avenir entre les mains. Moi j'en ai maintenant, je ne vais pas vous le dire, enfin j'en ai 46. Là, je me dis, le chemin que j'ai fait là, il m'a fallu attendre 35 ans ou 40 ans pour pressentir un petit peu, je dis bien pressentir, ce que ça pouvait vouloir dire que d'aimer. Hein. Maintenant, je me dis, je le sens assez bien ce que ça veut dire. Eh ben, je travaille pour réaliser ça. Je peux vous dire que c'est pas facile tous les jours, mais je sens que j'avance, je sens que je fais mon chemin. Donc là où vous en êtes, de toute façon, le chemin est important, puisqu'on fonctionne comme un hologramme. Le travail que vous faites, vous, là, chacun d'entre vous, aujourd'hui, demain, après-demain, il se répercute sur toute la planète et sur tout l'univers. Vous cassez pas la tête sur ce qui se passe chez le voisin. Ce que vous faites, vous, sur vous, se répercute sur lui. C'est la conscience christique. Je reprends cet exemple-là parce que j'aime bien. C'est un copain pour moi, Jésus. C'est peut-être un petit peu... Il y en a qui considèrent que je respecte peut-être pas assez, mais j'aime bien. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait de Philidois à partir de 30 ans? Rien. Presque rien. Il a laissé tomber le boulot à 30 ans, peut-être parce que c'était plus son truc. Pourtant, il en faut des gens qui fassent des charpentes. Bon. Il est allé se promener au bord de la mer, à la campagne, à la montagne. Hein. Il s'est fait des copains. Il a passé son temps à bavarder, à discuter le coup. D'accord, il disait des choses intéressantes. Mais qu'est-ce qui se passait? Les gens, ils venaient à lui, ils l'écoutaient parler. Hein, et en plus, il guérissait du monde. Mais comment il les guérissait, les gens? Je vous demande un peu. Nous, on a tout un matériel sophistiqué. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Lève-toi et marche. C'est de la thérapie, ça? Quand même, c'est pas sérieux. Prenez un petit peu de salive, un petit peu de boue sur les yeux. Allez, ouvre-toi. Et les gens, ils voyaient. Qu'est-ce que ça veut dire? Il avait même rien à faire, on s'approchait de lui. Et ça, c'est dans l'évangile, hein, là, j'invente rien. Hein. On prend son manteau, il dit tiens, il y a quelqu'un qui m'a touché là. Imaginez une foule autour, il y a quelqu'un qui m'a touché. Simplement parce qu'une personne, croyant à ce qui se passait, a pu prendre ce quelque chose de l'ordre de l'énergie d'amour qui rayonnait de cet homme, tellement homme qu'il en était Dieu. Vous comprenez? Et ça, c'est notre vocation à tous. Nous sommes en chemin vers ça. Cette puissance divine, qui est autre chose qu'un pouvoir, c'est ça, évoluer pour guérir. Vous serez parfaitement guéri quand vous aurez accompli ça. Mais vous avez l'éternité devant nous. Simplement, commencez demain. Et c'est le chemin que je vous invite à parcourir. Je vous remercie et je peux répondre à quelques questions. Quelle heure il est? 3h15. Ah donc j'ai quand même encore un quart d'heure. Alors question. Là j'ai été un petit peu... En 3 quarts d'heure j'ai... Hein? Enfin je vois que vous étiez présents. J'ai vu des yeux qui avaient l'air intéressés, alors j'ai dit tout ce que je voulais dire. Oui. Alors je vous écoute, mais là vous êtes un petit peu assommé peut-être. Hein? Oui. Oui. Faut reconnaître que vous avez bien du courage de rester à écouter avec le bruit qu'il y a. Hein, vraiment. J'aimerais demander... Ça marche? Ça marche? Oui. Quelqu'un qui n'est pas croyant. Moi, je suis croyante, je suis catholique, et quelqu'un qui ne croit pas. Comment faites-vous pour... sur quels critères vous basez-vous pour convaincre ces personnes?
Bon, d'abord, je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Deuxièmement, croire ou ne pas croire n'a pas d'importance. Les croyances, ce sont des balises sur notre chemin. C'est-à-dire qu'on a besoin à un moment donné de se donner des repères pour avancer. Et la croyance, quand elle ne sert plus de point de repère pour avancer, on peut la mettre de côté, elle ne sert plus à rien. C'est ça la croyance. La vérité révélée n'est vérité que quand elle devient la mienne. Sinon, elle peut être révélée par n'importe qui. Elle ne passe toujours que par des hommes. Hein. J'ai mis le mot Dieu parce que ça parle à des tas de gens. Mais là, mettez l'univers à la place. Parce que là, on est pratiquement dans de la physique. Métaphysique, mais on est dans de la physique. Il y a une forme d'énergie conscience, de conscience-énergie, qui est la structure de l'univers, de laquelle tout est une émanation. Hein. Et je vais même aller très très loin. C'est que pour les physiciens contemporains, la matière n'existe que parce qu'on l'a fait advenir comme matière. Si vous prenez un électron, c'est une forme d'onde qui répond à une équation mathématique savante, qu'on appelle les équations de Schrödinger, hein, qui a une infinité de solutions. L'électron devient matière quand on donne une solution à cette équation. Et c'est quoi donner une solution? C'est l'attraper. Ça veut dire que vous existez, vous là, comme matière, parce que ça c'est la base de la matière, hein, l'électron. On est tous faits comme ça. On est tous faits de longueur d'onde, et on devient matière parce qu'autour de nous, on s'attrape les uns les autres. C'est une image, mais c'est un peu ça que ça veut dire. Ça veut dire que parce que nous sommes capables de faire advenir dans la matière quelque chose de réel. Et ce quelque chose existe sous forme de potentialité. Mais le potentiel est infini. C'est ça qu'on peut appeler le divin. Hein, on vous l'appelez comme vous voulez. Il y a une sorte d'énergie, conscience universelle qui a une capacité de réalisation infinie dans laquelle on peut puiser sans aucune limite et à partir de laquelle on peut faire advenir dans notre niveau d'existence pratiquement ce que l'on veut, à condition, et la seule chose que l'on a à vouloir, c'est d'être son hologramme. Vous avez parlé des différents chakras avec les différentes difficultés qu'on peut rencontrer. Si dans chacun des chakras il y a des difficultés, comment doit-on faire? Parce que... Enfin bon. La vie se charge de nous mettre en face des événements successifs qui sont les plus utiles au bon moment. Hein. Et ça peut être plusieurs chakras en même temps. De toute façon, qui d'entre nous peut prétendre être clair avec l'un, simplement un seul de ces 7 chakras? C'est le lot de chacun. L'être réalisé, il est clair dans tout ça. La vie se charge de nous mettre sur notre route les événements pour avancer au fur et à mesure. Vivons le moment présent pleinement en ressentant nos émotions, en les connectant sur nos désirs. Les désirs, c'est ça, ce sont les expressions variées des besoins. On les connecte sur nos désirs et on voit si ça nous rend heureux ou au contraire si on a une émotion comme ça. Et on réagit en fonction de ça et la vie devient très simple, mais vraiment très simple. On met les pierres les unes derrière les autres. Je suis tout à fait en accord avec ce que vous avez dit, mais c'est un long chemin à parcourir. Mais par contre, il y a une petite chose qui me chagrine, c'est lorsque vous avez parlé de Jésus en disant qu'il était charpentier jusqu'à 30 ans. Là, j'en doute. Je ne vais pas aborder cette question-là, c'est pas le sujet. Non mais ça, Bien, ceux qui veulent nous redonner les coupons avec votre adresse, vous nous les donnez, et puis on va faire un petit tirage au sort. Forcément, il y a les bonnes colères et les mauvaises colères. Il y a les colères élimination et puis les mauvaises colères. Il y a les peurs, les bonnes peurs et les mauvaises peurs. Mais bien entendu, je vais vous dire, la colère, quand elle est reconnue comme colère, n'a pas souvent besoin de s'exprimer. Parce que quand le signal est entendu, il s'en va. Hein? Ça va être simplement la capacité à dire, quelqu'un me fait quelque chose qui ne me plaît pas, qui me met en colère, je vais être capable de lui exprimer que ça ne va pas. Je vais le mettre avec une certaine colère, mais j'ai pas besoin d'exploser, ça n'a pas d'importance. Dans mon ton, il va savoir que j'ai besoin de me faire respecter. Hein. C'est pareil pour toutes les émotions. Hein. Dès qu'on a l'habitude de les écouter, on n'a pas besoin, on ne se laisse pas envahir.
Les désirs, c'est pareil. Hein. Si vous les connectez bien sur les émotions, ils vont être bien connectés sur les réels besoins, vous n'en serez pas esclave. Hein.